Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de premier tour des élections législatives. Finalement, on rejoint exactement ce que l'on disait sur le fait que la majorité présidentielle, elle est acquise. Elle est d'autant plus acquise que si vous avez vu les résultats, dès 20 h, les NUP étaient en tête, à 26% et des bananes. Et puis, évidemment, avec le dépouillement progressif jusqu'à la finalité, les NUP ont été dépassés par Ensemble de quelques dizaines de points pourcentage, puisqu'en réalité, ils sont tous les deux à 25%. C'est-à-dire un cheveu. Sauf que, remettons un petit peu les choses en perspective. Oui, médiatiquement, on vous dit les NUP talonnent les candidats de la majorité présidentielle, ou tout du moins de ce qu'elle voudrait être. Seulement, il y a quand même quelque chose qui me turlupine, c'est que si vous avez, sur l'intégralité des candidats qui sont acquis au second tour, 25%. 25% par parti. Comment se fait-il alors que dans la projection des sièges, à partir des résultats du premier tour, on donne plus de 220 sièges, entre 220 et 310 je crois, pour Ensemble, et seulement 150, entre 150 et 220 sièges à la NUP. Voilà, on m'explique. Quelle que soit, de toute façon, la situation, il y a encore le second tour. Et ce second tour, en effet, va se jouer, à l'exception évidemment de quelques circonscriptions locales, sur qui va véritablement réussir à obtenir une majorité absolue. Je vous l'ai dit et je l'ai dit bien avant, de toute façon, Macron va s'assurer une majorité absolue. Par quelque moyen que ce soit. Déjà, première polémique, ces fameux candidats qui ont été intégrés à cette coalition Ensemble qui est Renaissance, Modem, Horizon, et je dis vers droite, je crois, alors que des candidats qui affichaient très clairement leur partisanisme, ou tout du moins leur affiliation, ont été intégrés comme étant des divers gauches. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été intégrés à l'alliance NUP. Évidemment, ça a commencé à faire un petit peu boule de neige sur les réseaux sociaux, donc le ministère de l'Intérieur a tout simplement expliqué que la raison était très simple. Premièrement parce que un certain nombre de candidats, des candidats qui même n'ont même pas affiché sur leur prospectus, sur leur affiche, qu'ils se mettaient du côté de la coalition présidentielle, c'est-à-dire Ensemble, ont été déclarés par Ensemble sur la liste des candidats affiliés à l'alliance Ensemble. Ce qui n'a pas été le cas de certains candidats qui, pourtant, ont affiché clairement leur affiliation sur leurs affiches à la NUP, eh bien, ont été classés divers gauche. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur le référencement de la liste qui a été donnée au ministère de l'Intérieur, eh bien malheureusement, allez savoir pourquoi, ces candidats qui ont été soutenus par la NUP n'étaient pas inscrits officiellement sur la liste des NUP. Alors j'ai envie de poser la question, je dis mais c'est quoi ce bordel ? Comment est-ce qu'on peut soutenir des candidats et oublier de les inscrire sur une liste ? Et comment est-ce qu'on peut soutenir des candidats qui font mine de ne pas afficher leur affiliation auprès de l'électorat ? Déliquescence, encore une fois de plus. Oui, je sais, vous m'entendez toujours dire de déliquescence, mais c'est de la déliquescence dans la démocratie. C'est le bordel.
Donc, je rappelle, les NUP, évidemment, sont tout jouasses. Mélenchon qui nous a fait sa petite émotion lors de son apparition, de son élocution dimanche. Limite, j'ai la larme à l'œil pour dire que nous sommes en tête, sauf qu'ils sont redescendus. Néanmoins, en effet, là où quand même certains disaient que les candidats présidentiels commençaient peut-être à sentir un petit peu le roussi, c'est peut-être de voir justement les NUP leur presser les talons. Et c'est le cas. C'est le cas parce que là, en effet, en matière de pourcentage, 25% les deux, 25%. C'est pas genre 20, 17% ou 25, 21%, comme c'était le cas à la présidentielle. Là, très clairement, en effet, Mélenchon peut avoir le sourire d'avoir réussi à mobiliser, d'avoir réussi à convaincre pour permettre à son parti, les Insoumis, d'avoir une portion, je dirais, de sièges non négligeables, à condition évidemment de transformer au second tour. Sauf qu'il y a quand même une différence entre Ensemble et les NUP. Ensemble, c'est un ensemble de candidats, de gens qui se rallient à l'idée, qui se rallient au principe, au concept de donner et de permettre au président de la République et son gouvernement d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer la raison du pourquoi, du comment. Sauf qu'en face, évidemment, si jamais les NUP réussissent à avoir au moins 200 sièges, ça va leur donner quand même une position en tant qu'opposition à l'Assemblée nationale non négligeable. Sauf que le problème des NUP, je rappelle, France Insoumise, Parti Socialiste, Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts. Moi, je ne vous donne pas mon billet qu'au bout de 15 jours, un mois, certains candidats qui ont été élus sous étiquette NUP disent « Ciao, moi je reprends ma liberté ». On l'a vu pendant 5 ans. Certains candidats qui avaient été élus sous étiquette LERM, La République En Marche, non, LREM, pardon, ont fini par démissionner, de leur appartenance, de leur étiquette. Ils n'ont pas démissionné de leur fonction. Ils sont devenus des députés indépendants. Au même titre, par exemple, de Collard, qui, lorsqu'il a décidé de quitter le Rassemblement national, était devenu un député indépendant. Car oui, la Constitution et le système permet à un député élu sous une étiquette de décider peut-être au bout d'un mois, 3 semaines, de dire « Ciao, au revoir, moi, votre coalition, votre parti, je n'en fais plus partie. Mais je peux rester député. » Pourquoi ? Parce que le principe du député, c'est un élu c'est un élu du peuple. C'est un élu d'une partie du peuple français, d'une partie de ce qu'on appelle la circonscription. Maintenant en effet, on élise un député avec une étiquette politique, bon, ça évidemment, ça fait partie du jeu. Mais rien n'empêche un individu de se faire élire député sans affiliation politique. Sauf qu'évidemment, si vous faites sans une affiliation politique, il y en a qui réussissent. Regardez Jean Lassalle, il avait bien réussi à se faire élire. Dupont-Aignan est élu, enfin il n'est pas élu, mais il part au second tour contre, je crois, une candidate NUP, NUPES, comme on dit, alors qu'il est il est tout seul. Il est tout seul avec son parti politique. Mais vous n'avez pas d'obligation d'avoir un parti politique. Vous pouvez très bien, en tant qu'individu, vous présenter. Sauf qu'évidemment,
vu que le système est verrouillé, vous ne pourrez jamais vous présenter à une circonscription pour une élection législative si vous n'acceptez pas une étiquette politique. Preuve en est, c'est que par exemple les NUP ont étiqueté ce fameux boulanger que dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait un petit coup médiatique pour essayer de faire régulariser son employé africain. C'est un boulanger. Mais quelle expérience politique il a? Aucune. Et pourtant, il va au second tour. Comme je vous l'ai dit, rien ne garantit au NUP que si même il récolte 200 sièges, en cours de route pendant 5 ans, eh bien, il ne risque pas d'y avoir des nouvelles divergences, des dissensions, des discordes idéologiques, partisanes, entre les Insoumis, Parti Socialiste, Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir au second tour, sur le nombre de sièges que les NUP vont récupérer ou récolter, combien en réalité sont des Insoumis, combien sont des socialistes, combien sont des communistes et combien sont des Europe Écologie Les Verts. Pour bien déterminer ou définir quelle est aujourd'hui la crédibilité de ces partis politiques qui, pour une élection législative, finalement, n'ont plus le choix que de faire des alliances pour continuer à exister dans le schéma, dans le paysage institutionnel français. Vous imaginez bien que si jamais les Insoumis n'avaient jamais proposé cette NUP, peut-être que les socialistes ne seraient pas dans l'hémicycle. Peut-être que les écologistes aussi ne seraient pas dans l'hémicycle. Peut-être que les communistes aussi ne seraient plus dans l'hémicycle. Il y a par contre un parti qui, malheureusement pour lui, il va falloir qu'il fasse un petit peu son examen de conscience. Ce parti, je veux parler évidemment de Reconquête. Reconquête qui, je le rappelle, avait réussi à mettre 500 candidats dans 500 circonscriptions. Eh bien, ils n'ont aucun qui passera le seuil du second tour. Reconquête est déjà d'office dégagé. Alors oui, c'est un jeune parti. C'est un jeune parti, mais focalisé, centralisé, concentré sur un personnage, Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, on aime, on n'aime pas, on est d'accord avec lui, on est en contrariété avec lui, on peut le critiquer sur sa façon d'être, sur sa façon de dire. Dont d'ailleurs je pense que malheureusement la façon dont il dit parfois les choses, même si parfois en effet on est d'accord qu'il dit des vérités mais qu'il ne faut pas dire, eh bien malheureusement il a parfois fait un petit peu, je dirais, l'entorse à ce que la politique impose, c'est-à-dire de faire attention à ce que l'on dit ou de la façon dont on le dit ou comment on le dit. Alors en effet, oui, peut-être que la politique doit évoluer, peut-être que la politique, elle doit aujourd'hui s'absoudre, elle doit se réformer, elle doit s'améliorer pour avoir un discours plus franc, plus honnête, plus franc du collier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le problème d'Éric Zemmour, c'est ce qu'on lui a reproché en partie pour sa campagne présidentielle, c'est qu'il a une fâcheuse tendance à faire des généralités. Et forcément, quand on fait des généralités, ça peut passer dans les oreilles de certains, mais pas dans d'autres. Et surtout, quand dans une campagne présidentielle comme dans une campagne législative, le but d'essayer d'être tempéré, le but d'essayer d'être souple, modéré, c'est d'essayer de grappiller un électorat qui peut-être n'était pas forcément d'accord avec certaines idées du parti Reconquête, ou peut-être avec certains propos de Zemmour, mais à un moment donné, essayer d'assouplir. Sauf que le problème, c'est que quand on commence à assouplir un discours, tout d'un coup, vous avez forcément des gens qui vont vous balancer dans la tronche que finalement, vous retournez votre veste. Non, c'est pas retourner sa veste,
c'est d'essayer d'être le plus proche de la réalité, le plus proche de ce que les Français vivent, tout en acceptant, tout en considérant et tout en remettant aussi les choses dans leur contexte, dans leur situation. Qu'il n'y a pas de blanc ou noir, qu'il y a toujours du gris, que tout n'est ni mauvais ni bon, qu'il y a juste des justes milieux finalement à trouver. Et malheureusement, même s'il s'est défendu parfois en le disant lui-même que peut-être son défaut c'est parfois d'utiliser la généralisation dans certaines thématiques, et que sur des fois parfois il se rectifiait lui-même en disant oui, j'ai dit ça, mais bien évidemment que tout n'est pas noir, que tout n'est pas blanc. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé dans l'oreille de ce peut-être. Il a manqué à Éric Zemmour pour vraiment faire progresser son parti politique et ses idées. En ce qui me concerne, je pense que la Reconquête, finalement, a tout à reprendre à zéro. Donc, advienne que pourra. Et enfin, il y a le Rassemblement national. Là encore, vu le résultat, il n'est pas assuré que le Rassemblement national puisse conserver un certain nombre de sièges. Il est même dans les oui-dire de certains médias que cette semaine va être une semaine de bataille pour essayer d'écarter un certain nombre de candidats RN au second tour, ce qui ferait que le RN pourrait, je dis bien pourrait, disparaître, lui aussi, de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On verra comment les choses vont tourner au second tour, mais force est de constater que ce premier tour n'est pas annonciateur de bonnes choses. Car, qu'on soit clair, Mélenchon a en réalité mis le couteau sous la gorge, sous les socialistes, sous les communistes, sous les écologistes, parce que, vu le résultat qu'ils ont fait à l'élection présidentielle, il était évident que ces partis politiques se sont fait balayer. Et donc, Mélenchon a bel et bien utilisé le résultat qu'il a obtenu à la présidentielle, même si l'on sait que ce résultat est un petit peu, je dirais, erroné du fait qu'il a aussi récolté un vote anti-Macron et qui n'était pas un vote pro-Mélenchon. Force est de constater que là, si Mélenchon n'avait pas accepté ou n'avait pas tendu la main aux socialistes, aux écologistes, tout cet électorat de gauche traditionnel et écologiste se serait porté naturellement vers leur candidat, mais dans ce cas-là, Mélenchon n'aurait certainement pas fait 25%. Peut-être qu'il en aurait fait que 11 ou 12. Si vous voulez, ce premier tour est en fait révélateur de la déliquescence même du paysage politique français, et je dirais même, est aujourd'hui la preuve qu'une certaine génération de Français qui ne s'intéressent plus du tout à la politique, qui sont d'une manière générale une population consumériste, c'est-à-dire qu'ils votent pour les candidats qui peuvent leur assurer leur confort, confort idéologique comme confort matériel, confort financier, jusqu'à même accepter des propositions faites par des politiciens qui sont absurdes, qui sont irréalisables, qui sont d'un utopisme absolu. Il n'empêche que, comme nous n'avons pas affaire à une population majoritairement informée, alertée sur les réalités géopolitiques, économiques, financières, sociétales, culturelles, eh bien malheureusement, force est de constater que nous plongerons de plus en plus vers des élections qui ne sont plus des élections faites en grande majorité par des Français, par idéologie politique, mais par consumérisme. Et force est de constater que ce consumérisme, eh bien, il a bien fonctionné puisque en 2017,
nous avons mis un président qui n'avait même pas de parti politique, qui avait un mouvement, mais qui a mis en exergue les manques de crédit, les trahisons, les échecs, les incompétences de ces partisans, de ces politiciens des partis traditionnels. Et du coup, il a balayé non seulement la gauche, mais aussi la droite traditionnelle. Et force est de constater que 2017, jusqu'à 2022, on a quand même suffisamment d'arguments, suffisamment de preuves pour faire en sorte que Macron ne soit pas réélu. Et pourtant, il l'est. Il l'est pourquoi? Il est tout simplement parce que, dès le départ, on savait que le scénario 2017 allait se reproduire, même si pendant des moments on a cru que peut-être Zemmour serait le deuxième homme, ou peut-être que... Mais en réalité, ils ont brouillé les pistes. Ils ont tellement brouillé les pistes que finalement on n'a pas vu venir que nous étions bien dans un scénario bis de 2017. Et ça a marché comme une lettre à la poste. Même si certains vous diront, oui, mais il a fait moins qu'en 2017, etc. Mais à la limite, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi? Parce que certains vont dire, oui, mais ça prouve que les Français ont moins voté, ou ont voté de façon désabusée, etc. Mais justement, c'est ce qu'ils recherchent. Et force est de constater que ce premier tour, et c'est là où je vais en venir, sur la crédibilité, la légitimité même, de tous ces gens qui vont être élus pour représenter le peuple. 51% d'abstention. Comprenez bien. 48 millions de Français inscrits. Alors attention, 48 millions de Français inscrits, ça ne veut pas dire que c'est tous les Français qui sont en âge et en capacité de voter. Parce que si on calcule sur le nombre de Français qui sont en âge et en capacité de voter, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il en manque au moins 4 à 5 millions. Mais 5 millions qui vont manquer dans les listes électorales. Et donc sur 48 millions, ça veut dire qu'il n'y en a que 24 millions, même pas 24 millions, 23 millions, qui ont voté pour la représentation nationale. C'est-à-dire que globalement, nous avons déjà mis en place un système qui, au second tour, va valider un Parlement, va valider une Assemblée nationale, qui ne sera même pas la représentation de la moitié de l'opinion du peuple. Déliquescence de la République, déliquescence même du système. Nous verrons bien quel sera le taux d'abstention au second tour. Mais il y a fort à parier que, vu les résultats, vu ceux qui sont désignés pour s'affronter au second tour, en grande partie, ça va être des candidats ensemble contre des candidats NUP. Eh bien, tous les Français qui ne veulent voter ni pour Macron, ni pour Mélenchon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont certainement faire comme moi, c'est-à-dire voter blanc. Parce que oui, en tant que Français expatriés, nous avons, ça y est, voté pour le second tour. Et j'avais le choix soit entre le candidat NUP ou le candidat Ensemble, et je veux ni l'un ni l'autre, donc j'ai voté blanc. Ou ne pas voter du tout. Et second tour, eh bien on risque de se retrouver avec un taux d'abstention qui va peut-être dépasser les 60%. Donc je ne sais pas si vous comprenez le sens même de la chose. Vous avez un président élu. Un président qui n'a été élu que par des concours de circonstances, qui n'a été élu que par une partie, allez, on va dire presque la moitié des Français en totalité. Mais là encore, vous allez me dire, oui, mais nous avons des infrastructures, nous avons des institutions, à charge et à la responsabilité de chaque citoyen de se prendre en charge justement pour être inscrit sur les listes et de voter. Mais le problème, c'est que vous inscrire sur les listes, voter. Voter pour qui? Toujours pour les mêmes? Toujours pour ceux qui s'accaparent le monopole du paysage politique? Avec évidemment derrière tous ceux qui tiennent les ficelles. J'en reviendrai presque à dire
Est-ce que finalement Macron ne va pas être heureux d'avoir une majorité d'opposition détenue par Mélenchon? C'est pour ça que je vous dis que certainement qu'il va y avoir des socialistes, des communistes, etc. qui vont partir en cours de route parce qu'ils vont trouver insupportable que Mélenchon se positionne comme le chef de file de la frange de la nouvelle union populaire écologique et sociale, et que son maître mot, ça sera plus ou moins, bon ben voilà, sur tel sujet, vous fermez vos gueules, et c'est tout. Exactement ce que fait Macron avec Ensemble, et ce qu'il faisait déjà depuis 5 ans avec les En Marche. C'est-à-dire qu'il y a des En Marche qui ont été élus, et où le jour où ils sont arrivés dans l'hémicycle, le jour où ils ont posé leur cul sur leur petit fauteuil, on leur a dit, bon ben voilà, tu fais acte de présence, tu votes tout ce que le gouvernement proposera, et tu fermes ta gueule. Et finalement, ça ne fera que confirmer encore plus ce que l'on disait sur aujourd'hui l'état, pas seulement du Parlement, mais de la démocratie, de la République, c'est que cette représentation nationale, qui à la limite pouvait être le dernier rempart contre Macron, eh bien finalement ne va être qu'un simple bureau exécutif, c'est-à-dire un bureau qui aura pour mission de nous faire croire que la démocratie continue à fonctionner en France, alors qu'en réalité, même toutes les motions de censure, même toutes les oppositions, même tous les débats, eh bien Macron n'en aura rien à foutre, qu'il donnera ses ordres au chef de groupe, et que le chef de groupe fera en sorte de rameuter ses troupes, de faire fermer son clapet à tous ceux qui oseraient peut-être dire « Oui, mais attendez, moi là, je ne suis pas d'accord. Non, on s'en fout que tu ne sois pas d'accord. Tu fermes ta gueule. Tu votes oui et point. Il n'y a pas de débat. » Ben si, quand même. Je suis peut-être élu député Ensemble, mais j'ai mon droit. Je représente ma circonscription. On s'en fout. Ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà. Potiche. Voilà. J'ai envie de dire, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes conscient de ce que, en règle générale, les ébauches ou les élans de démocratie qui ont commencé à voir cette déliquescence ont fini? Je vous invite à réviser un petit peu votre histoire sur les démocraties de certains pays d'Amérique latine, réviser votre histoire sur certains pays démocratiques, d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, que dire de certains pays Maghreb? J'ai envie de dire, la République est morte. Oui, je sais, vous m'avez déjà entendu dire ça. Mais là, force est de constater que quand on en arrive à soutenir des candidatures de boulangers, voire même de soutenir la candidature, une autre candidate, je crois, qui est soutenue par Ensemble, c'est cette candidate qui est soutenue par l'ENUP, qui est une des chefs de file des femmes de ménage de je ne sais plus quel ministère, vous savez, qui avait fait grève, etc., qui avait obtenu gain de cause et qui avait été soutenue par Ruffin. Apparemment, elle est au second tour, elle aussi, dans sa circonscription. Mais en réalité, quelle expérience politique ont ces gens? Vous savez, il y a un petit point commun qu'il y a avec les États-Unis. Vous savez, je vous ai parlé souvent dans mes vidéos de Housey, qui est cette jeune femme qui a été élue aux États-Unis sous étiquette démocrate, dont avec 5 autres femmes, mais qui sont considérées aujourd'hui aux États-Unis comme étant des radicales de gauche. Radical, je dis radical, pas radicaux, radical parce que c'est féminin. Mais quand on les écoute, quand on les voit, quand on est attentif à leur discours, on se rend compte que, oui, ils relatent des réalités de terrain, mais sur des solutions qu'ils veulent apporter, voire même avec une certaine hystérie, avec une certaine animosité, avec une certaine radicalité, ils sont complètement hors sol. Ils sont complètement hors sol parce qu'on a l'impression qu'en fait ils sont dans leur bulle.
Alors, en effet, dans leur bulle, ils ont des discours, des mots, des idées qui se défendent, qui, en effet, exposent des problèmes dans la société américaine, mais qui n'en ont pas ni les armes, ni les outils pour les défendre face à ceux qui détiennent le pouvoir dans le Congrès américain. Eh bien, en France, vous êtes en train de voir la même chose. C'est-à-dire, entre la majorité présidentielle et Mélenchon, s'il a réussi à obtenir plus de 200 sièges, vous aurez un ersatz, en fait, de Parlement. Mais d'un côté, comme il y aura une majorité présidentielle, les débats, ils feront du débat, parce que ça fait partie de la démocratie, c'est donner l'illusion de démocratie. Et en face, vous aurez un Mélenchon qui sera véhément, qui s'attaquera à tout et n'importe quoi, mais qui en réalité, finalement, peut-être qu'il joue lui aussi son jeu. Peut-être que Macron, dans son petit bureau à l'Élysée, il a le sourire. Il a le sourire parce qu'il sait que la plus forte proportion d'opposition qu'il aura au Parlement sera maintenue de main de fer par Mélenchon. Et Mélenchon, c'est le copain. C'est le copain qui n'est pas destiné à aller arriver au pouvoir. Je veux dire, même l'idée qu'il a lancée pendant la campagne de dire « Donnez-moi une majorité, je serai Premier ministre ». Non mais, qui faisait ça dans le passé? Quel homme politique disait ça dans le passé? Aucun. Il y a encore 30 ou 40 ans, on avait des personnalités politiques qui avaient des discours politiques, qui avaient une cohérence politique. Là, aujourd'hui, c'est un show. C'est un show à l'américaine. Ça se pouille, ça se dispute, ça s'envoie des noms d'oiseaux dans la tronche. Mais au final, pendant presque un an, on n'a fait que entendre des gens qui se balancent des vérités ou des contre-vérités, des fake news, des réalités, mais des réalités récupérées à des fins politiques, à des fins idéologiques. Ce qu'a fait un petit peu Zemmour, c'est-à-dire, il s'est servi de certains aspects de la société française pour jouer son jeu, pour jouer son idéologie. Sauf qu'au final, comment voulez-vous garder une cohérence? Comment voulez-vous garder un sérieux? Comment voulez-vous garder une crédibilité dans un paysage politique, dans la République, si petit à petit on se rend compte qu'on est confronté à des gens qui n'ont plus de modération, qui n'ont plus de bon sens, qui ne savent même plus faire de consensus, et qui, malheureusement, dans certaines situations, n'ont même plus le courage d'être réellement en dissidence. Ça rejoint tous ces députés qui avaient été élus en 2017 et, comme je vous dis, qui ont quitté le parti, qui ont quitté la coalition, qui ont quitté le groupe politique auquel ils appartenaient par le biais duquel ils ont été élus. Mais ils sont restés. Ils sont restés soi-disant pour représenter, pour continuer à représenter leur circonscription. Mais le problème, c'est que vous êtes tout seul. C'est-à-dire, vous êtes une goutte d'eau dans la mer. Vous ne servez à rien. Même si vous avez les bonnes intentions, même si vous avez la véhémence, même si vous avez la hargne, même si vous avez le courage de défendre votre circonscription, de défendre des idées, de défendre des concepts, de défendre des idéaux. Mais vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul dans une assemblée de 570 députés. Alors oui, on vous donne la parole parce que vous avez le droit à la parole. Mais au final, au moment où vous prenez vos 2 minutes de parole pour expliquer ou dénoncer ou poser des questions, et bien pendant ce temps-là, les gens sont... Hein? Il y a quelqu'un qui a parlé? C'est pas de la démocratie, ça. C'est même, je dirais, on l'a vu dans certaines situations, c'est même du non-respect de la part de gens envers des Français qui ont élu un député, mais parce que ce député a été élu sous une étiquette politique, eh bien forcément, non, c'est pas du débat, c'est de la chamaillerie, c'est une cour d'école. Que puis-je vous dire d'autre? On va voir le second tour, mais
Je ne pense pas que vous puissiez avoir de l'espoir de voir du changement. Je dirais même que je pense que la démocratie française, le Parlement français, va s'aggraver considérablement. Et évidemment, ceux qui risquent de perdre encore plus de plumes, c'est vous. C'est vous qui allez payer la facture. Mais ça, on en reparlera parce que il y a encore d'autres événements qui sont en train de se dérouler. Je reviendrai bientôt dans une prochaine vidéo sur Davos et Bilderberg. Que puis-je vous dire d'autre jusqu'à la prochaine vidéo? Essayez de bien vous porter.